C'est Macha Merrill que vous venez voir. D'ailleurs, je vous demande de la saluer comme il se doit, mesdames, messieurs. Votre micro est là, si vous voulez. Voilà. Ce que j'ai entendu d'ailleurs. Alors, il y a un ennui, c'est que quand on est assis là, il y en a qui ne me voient pas. Ah, Alors, ça c'est bien, hein. Et si je me mets là? Alors là, Oh, c'est pas mieux. C'est trop bas. est-ce qu'on peut pas faire Est-ce un... qu'il n'y a pas un trône? Non, c'est terrible. C'est toujours la même chose. On nous met ou très loin, ou des chaises trop basses. Il n'y a pas une chaise plus haute? Est-ce qu'on ferait pas une séance photo carrément de quelques secondes, que vous puissiez toutes et tous prendre des photos? Non, mais c'est surtout voilà. que moi, je les vois, que j'ai leur regard. Bon, ben tant pis. Vous allez me... Ou des dictionnaires, comme pour les enfants. des dicos. Hein? Mes bottins, oui, ça se fait. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Une petite table? Oui. Ah non, on peut pas. Non, non, madame, on peut On pas peut mettre pas le refaire la fauteuil déco, sur non. une table. Il y a un moment, on Mais doit je peux- rendre Macha Merrill entière. Non, mais je peux m'asseoir sur la table. Moi, je pense que ce qui peut être sympa, comme je vous sais très disponible, c'est que vous vous posiez tranquillement, que vous preniez le temps de nous parler, Et et à un eux se moment, lèvent. voilà, vous vous lèverez si vous avez envie de voir Macha de près. Bon. On va l'accueillir. Alors, elle va nous présenter son livre qui s'appelle Michel et moi, qui est paru chez Albin Michel. Je vais vous dire un truc en préambule. Je vous souhaite du plaisir, parce que moi j'ai eu le plaisir d'avoir Madame Legrand avec moi à l'antenne de France Bleu tout à l'heure, et franchement, n'allez pas dire l'animateur glandouille, c'est juste qu'on n'a absolument rien à faire. Cette femme, c'est une boule d'énergie. Je pense qu'elle va très bien savoir se débrouiller toute seule. En revanche, si vous voulez poser des questions à la fin de ce moment qu'elle nous accorde, vous n'hésitez pas, vous lèverez la main, je viendrai vous voir. On fait comme ça? Parfait, ça Et je vais marche. juste commencer par un mot, et je vous laisse faire. Et je pense que c'est le mot le plus important, puisqu'il donne naissance à ce livre, c'est 1964. Ah, et ce n'est pas un grand cru de Bordeaux. Encore que 64 était une très grande année. Alors, 1964. Qu'est-ce qui se passe en 1964? J'avais 24 ans. Je venais de faire un film de Michel Deville qui s'appelait Adorable menteuse. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent ou l'ont vu. C'était un film tout à fait pré-Nouvelle Vague avec Marina Vladi. Et je suis invitée à un festival de cinéma à Rio de Janeiro. C'était un très grand festival à l'époque international. Et dans la délégation française, il y avait toute l'équipe des Parapluies de Cherbourg qui venait de gagner la Palme d'Or à Cannes. Alors il y avait donc Catherine Deneuve. Moi je vais me lever parce que je veux les voir. Il y avait... J'aime pas ne pas vous voir. Moi c'est le théâtre, qu'est-ce que vous voulez? Parce que quand on est sur scène, vous croyez qu'il n'y a que vous qui me voyez, mais moi je vous vois aussi. Et on voit les visages, on sent la tension, les gens qui ne s'intéressent pas, ceux qui roupillent, ceux qui font des SMS. J'ai absolument besoin de vous voir. Donc, dans ce festival, nous étions reçus, nous les Français, comme des... Je ne sais pas quoi vous dire. La Nouvelle Vague, c'était un événement, on ne mesure pas assez. Ce n'était pas seulement une révolution de cinéma, c'était un événement planétaire. C'était le début, c'était juste avant 68, rappelez-vous. Et cette explosion de 68, elle s'est exprimée d'abord par le cinéma. Alors avec Godard, évidemment, en tête, mais aussi tous les autres cinéastes. Et il y avait un vent de jeunesse, de fraîcheur, qui faisait que tous les cinéastes nous vénéraient, nous recevaient comme des espèces de messies, d'archanges. Et je vous assure que c'était sensible. On arrive à Rio, alors il y avait les orchestres qui jouaient pour nous, on nous met des colliers de fleurs comme à Tahiti. Et il y avait un type qui s'appelait Gabriel Albicoco, qui était le premier mari de Marie Laforêt, qui était un garçon qui s'était exilé, enfin qui vivait au Brésil, qui s'occupait beaucoup de musique, et qui nous dit, à toute la délégation, donc on était assez nombreux, écoutez, il y a un truc qu'il ne faut pas que vous loupiez, c'est dans les petites boîtes, dans les favelas, il y a des musiciens qui jouent de la bossa nova. La bossa nova, c'était inconnu encore. C'était donc du jazz transformé en musique brésilienne. Et évidemment, Michel Legrand, ça l'a intéressé beaucoup.
Et moi aussi, parce que moi j'étais une fan de jazz. Et ce que peu d'entre vous savent, c'est que j'étais championne de bebop. Oui, s'il vous plaît. À Paris. C'est-à-dire que j'avais gagné la première médaille de Paris. Mon partenaire était un garçon très, très beau danseur qui s'appelait Cissé. Il était black, il était agile et extraordinaire. Et on avait gagné la médaille. Bon, bref, donc j'allais beaucoup écouter du jazz. Et quand j'ai rencontré Michel Legrand, qui était là dans le groupe des Parapluies de Cherbourg, donc très occupés, parce qu'ils étaient invités partout, les conférences de presse, les soirées, on a décidé qu'on irait écouter cette musique. Et le soir, tous les autres étaient trop fatigués ou se préparaient aux projections du lendemain, etc. Et donc finalement, nous n'étions que lui et moi à aller écouter ces musiques. C'était dans des bouges, dans les favelas. Je peux vous dire que c'était même dangereux d'y aller. Et ça commençait à minuit, dans des petites boîtes enfumées, et j'ai entendu João Gilberto, Vinicius de Moraes, enfin tous les plus grands qui étaient à leur début. Et Michel était évidemment passionné, moi aussi. Alors on se regardait, on se dit, tiens, on aime les mêmes choses, Et puis un jour, je pose ma main comme ça, et il pose la sienne, sa belle main de pianiste, sur la mienne. Oh! Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et lui, il s'est dit la même chose. C'est-à-dire que c'était l'amour. C'était vraiment... On était faits l'un pour l'autre, comme si c'était vraiment des retrouvailles. Je crois qu'il y a ça dans l'amour. C'est comme si on se connaissait avant, et que c'est deux moitiés qui se recollent ensemble. On s'est dit, alors là, c'est pas mal quand même. Il était marié, il avait 2 enfants, dont un bébé. Et moi, j'allais me marier avec un écrivain que j'ai drôlement bien fait de ne pas épouser. Parce que après j'ai vu ce qu'il est devenu. Alors, merci Michel, parce que grâce à ça, je ne l'ai pas épousé. Et alors, c'était 1964, on était sages, il n'y avait pas la pilule, donc on ne couchait pas. Mais c'était d'autant plus fort. Alors on s'est beaucoup embrassés, on s'est pas quitté une minute. Lui devait partir un peu plus tôt que moi. Et donc le 4e jour, alors tous autour de moi, les copains, Doudou Molinaro, Catherine Deneuve, elle disait « Ah, c'est une petite amourette de passage, il en a marre de son mariage, elle est un peu volage, tout ça. » Et donc ils étaient tous persuadés que c'était comme ça, des trucs qui nous arrivent, il faut bien dire, quand on est détaché de sa vie habituelle et en voyage. Mais nous, on savait que c'était pas ça. Alors on s'est quittés, je l'ai accompagné à l'aéroport. Je raconte tout ça dans mon livre, alors vous le trouverez mieux dit dans mon livre. Hein. Et on pleurait tous les deux, parce qu'on savait qu'on était faits l'un pour l'autre. Et on s'est dit, non, on ne va pas casser des vies autour de nous. On ne va pas non plus se rechercher. On s'est juré de ne pas se téléphoner. Ça, c'était la chose la plus héroïque, je dois dire. C'est-à-dire de ne pas prolonger ça en une espèce d'amour en cachette, de seconde. C'était pas digne de nous. Et finalement, instinctivement, en faisant tout ça, nous avons protégé cet amour, cette chose qui s'était passée, puisque nous l'avons traité avec beaucoup de respect. 50 ans plus tard... Ah, c'est un feuilleton, hein. Alors, je ne vous dis pas tout ce que j'ai fait pendant 50 ans. Hein. D'ailleurs, je l'ai raconté, donc ce n'est pas un secret. Et Michel, de son côté aussi, il est resté assez longtemps avec son épouse, avec laquelle il a eu 3 enfants, puis après, il a commencé à naviguer, lui aussi. Et je jouais au théâtre une pièce de Didier Van Kovlart, que je remercie, mais il est là, parce que c'est lui qui a été le petit Cupidon qui a fait que ces retrouvailles se fassent. Je jouais une pièce au théâtre des Bouffes Parisiens. Michel venait de se séparer de sa dernière compagne. Les hommes ont horreur du vide. Hein. Donc, moi, j'étais toute seule depuis 2 ans, mais pas malheureuse, au contraire. Et je me disais, écoute, voilà, c'est comme ça, je suis trop chiante, je suis trop difficile, donc ça sera
je vais vieillir toute seule, j'ai tellement de choses à faire, des livres à écrire, des pièces à jouer. Finalement, il faut se consacrer à ça. C'est le destin des artistes. Bon. Il vient me voir au théâtre et le soir, nous allons dîner. On ne s'était donc pas vus depuis 50 ans. On s'était croisés quelques fois pendant les 50 ans, mais on faisait bien attention parce que nous avions peur de se rapprocher, de se parler. Et puis, il faut dire qu'il n'était jamais seul, et moi non plus. Et je me rappelle une fois, il est venu aux grosses têtes. Et alors, il y avait la régie, il y avait la vitre, et sa bonne femme était là. Et alors, elle me fusillait, parce qu'il avait parlé de moi. Il parlait beaucoup de moi, il paraît, pendant que j'ai toutes ces années. Moi, non. Moi, j'avais tiré le rideau. Je pense que les femmes sont plus pragmatiques. J'avais dit c'est non, donc c'est non. Mais lui, il continuait à dire, regarde comme elle est formidable, elle est intelligente, elle est belle, Et donc, toutes ses compagnes ont dû me haïr, parce que j'existais quand même. Et puis, je mets ma main comme ça dans ce restaurant, il pose la sienne sur ma main, et j'ai senti exactement la même chose que 50 ans avant. Et je peux vous dire que l'amour, il y a des signes, il y a des signaux. Il ne faut pas avoir peur. Le corps nous donne des indications très justes, très fortes. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance. Il faut essayer, comme j'ai fait. Il faut tenter beaucoup de fois. Si on ne trouve pas tout de suite, hein, il faut... Mais quand même, toutes ces choses que j'ai vécues avant, c'était des formes d'amour. C'était des amours pas parfait. Je savais presque chaque fois que c'était pas ça, que ça finirait, ou on espère. Hein, je pense que les femmes qui sont là, qui me regardent et qui se marrent, elles savent ce que je dis, là, parce qu'on espère chaque fois, hein, on pense que c'est... Mais grâce à l'émancipation des femmes, quand même, j'y ai beaucoup contribué, j'ai beaucoup été une militante à cause de mon âge, à cause de ma génération. Je suis une femme qui a connu avec pilule et sans pilule. Ça fait que je sais de quoi on parle et que ma génération, nous avons été des pionnières. Donc j'ai récolté tous les avantages de l'émancipation. Et l'émancipation, c'est ça. C'est qu'on puisse faire des tentatives sans être montré du doigt, sans être considéré comme des gourgandines. Je pense que c'est ça le grand progrès qu'ont fait les femmes, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas honteux d'avoir plusieurs histoires dans la vie et même d'en décider soi-même, de quitter les mecs et tout ça. Bon. Alors, il me regarde et il me dit « Ah, alors ce coup-ci, je t'épouse. » Ah, je dis « Attends, une minute. » Parce que je trouvais d'ailleurs même un peu macho, comme c'est cette façon de dire que c'était lui qui allait décider, qui savait. Bon. Mais il avait raison. Et je pense que si je dois, c'est une petite réflexion que je me fais, si je dois vraiment distinguer l'intelligence masculine de l'intelligence féminine, j'ai l'impression que les hommes anticipent un peu. Nous, on a un peu la tête dans le guidon. Nous, on est capable de gérer le présent, le quotidien. On est un peu moins doué pour les anticipations. Et donc, je crois qu'il savait. Il savait que il fallait que je m'habitue à l'idée, évidemment. Alors, première chose, j'en parle dans le livre, donc je peux vous en parler ouvertement. Je me suis dit, bon, c'est sûr que je l'aime, c'est sûr qu'il est un homme magnifique et que c'est une aventure que j'ai envie de tenter. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'amour sans sexe. Et il n'y a pas de sexe sans amour. J'entends dire une histoire d'un soir, c'est que du sexe, que du cul, c'est pas de l'amour. C'est pas vrai. Il y a toujours de l'amour dans le sexe. Ça peut être un amour d'une soirée, mais c'est de l'amour. Le désir, c'est de l'amour. Alors je me suis dit quand même, il faut que je sache où on en est. 82 ans lui et 74 moi. Alors il me dit, je t'emmène à Venise. Je dis non, on n'a pas besoin d'aller faire les gogos à Venise. Je suis déjà séduite, c'est pas besoin. On va aller, il a une petite propriété dans le Loiret, on va aller passer une semaine chez toi. Je termine la pièce de théâtre.
en janvier, et donc nous avons décidé de passer une semaine ensemble et de dormir dans le même lit. Je claquais des dents de peur. Ah, je vous jure, j'avais une trouille, mais pire qu'une jeune fille. Alors, premier soir, feu de cheminée, un coup de pouilly fumé. Je vous recommande le Sauvignon. Pouilly fumé, je peux même vous donner la marque. Et arrive le moment fatal. Alors je me dresse en une chemise de nuit, aux pieds là, comme ça, des manches longues. Et tremblante, je me glisse dans le lit. Lui, beaucoup plus à l'aise, hop, à poil tout de suite dans le lit. Bien que, quand même, le corps d'un homme de 82 ans, et ça n'était plus du tout le jeune homme fringant que j'avais connu à 50 ans. Dès qu'on a été l'un contre l'autre, j'ai compris que c'était gagné. Parce que la sexualité, ça change au cours de la vie. Mais moi, je vais vous donner une très bonne nouvelle. Ça s'améliore. Parce que c'est pas vrai qu'il n'y a que, n'est-ce pas, les stricts gestes sexuels. Il y a tout le reste. C'est-à-dire la peau, le sourire, le rire, les paroles. Et évidemment, bien sûr, le toucher. C'est-à-dire que quand deux peaux s'entendent, c'était exactement ce que j'avais senti quand il avait mis sa main dans la mienne, c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'il faut sentir une communion, on est fait pour se toucher. Et d'ailleurs, lui, il est très tactile, hein, heureusement. Alors, il me touche tout le temps. C'est vrai. Ça vous fait rire, mais je vous assure, ça veut dire qu'il faut premièrement que je sois là. Il déteste quand je ne suis pas là. Et puis, il est tout le temps collé. Alors, c'est formidable. Bon, alors, ça m'a tout à fait rassurée. Et je me suis dit, on peut y aller, on va vivre cette partie de notre vie ensemble. Alors, à ce moment-là, évidemment, tout a changé dans ma vie. Parce que moi, qui étais très organisée, avec mes goûts, mes amis, mes passions, et tout ça, tout d'un coup, il a fallu que je considère cet amour comme le centre de ma vie, ça l'est. Et donc, ça a tout modifié. Mais j'ai fait des découvertes invraisemblables. C'est-à-dire qu'un amour exclusif comme ça, on pense que c'est une privation de liberté, alors que c'est exactement le contraire. C'est que l'amour vous ouvre des possibilités, parce qu'à partir du moment où on a une certaine tranquillité psychologique, où on sait que c'est ça, et on sait qu'on est dans un cadre qui est celui définitif dans lequel on va vivre toute sa vie, on peut entreprendre des choses audacieuses comme ce livre. Ce livre, pour moi, est une étape. Parce que quand on écrit, évidemment, chaque fois qu'on termine un livre, on se demande quel va être le prochain, qu'est-ce qu'on va écrire. Et moi, depuis que j'avais épousé Michel, je me disais, mais est-ce que ça ne va pas tarir mon envie d'écrire? Est-ce que je vais être si comblée que je n'aurai plus besoin d'écrire? Or non. Quand on est créateur, on est créateur. Il n'y a rien à faire, c'est une petite machine qui tourne en vous et il n'y a absolument pas moyen d'y échapper. Donc, je me demandais ce que j'allais écrire. Et puis, ça me turlupinait parce que plusieurs éditeurs un peu malveillants voulaient que nous écrivions ensemble notre histoire et puis peut-être qu'on fasse un film. C'était si romantique et si beau. Mais moi, j'avais dit non à tout ça. Je ne voulais pas. Ce qui m'a décidé à écrire ce livre, c'est les gens. Les gens dans la rue qui nous arrêtent, qui nous posent des questions, qui se confient, qui nous racontent leur histoire, c'est-à-dire la grande désespérance qui existe dans le monde et l'envie d'amour. Alors évidemment, nous, on est des vénards, des chanceux, comme disent les Québécois, mais je pense que l'existence de notre histoire donne du courage à beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, évidemment, beaucoup de femmes abandonnées, mais beaucoup d'hommes aussi. Et les jeunes aussi qui se posent la question de qu'est-ce que c'est que la monogamie telle que je la chante, telle que je la préconise. Alors je suis partie j'ai dit à Michel, écoute Michel, il faut que tu me donnes un peu de temps parce qu'il est très très absorbant. Hein. Je veux dire qu'il faut que je m'occupe de lui. C'est pas commode. Hein. Il ne fait
rien. Alors, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ouvre la porte, j'allume la lumière, je porte la valise, je défais la valise, je referme la valise, je range les trucs dans le placard. Il ne fait rien. C'est une petite fleur. Il a passé sa vie à être servi. Il a beaucoup eu de personnel dans sa vie. Et donc, c'est vraiment lourd, hein, je vous assure. Je fais la cuisine. Alors, on a quand même des gens autour de nous, heureusement. Mais enfin, quand même, c'est très, très lourd. Alors, je lui dis, si pour écrire, il faut que tu me foutes la paix un peu. Je vais partir 15 jours dans ma petite maison. J'ai une maison dans le Gers, que j'aime beaucoup, qu'il aime beaucoup aussi. Il est un peu jaloux parce qu'il trouve que je l'aime trop. Et j'ai pris 15 jours pour écrire. C'est sorti comme ça, c'est-à-dire c'était ma pensée. Je suis rentrée à la maison au bout de 15 jours et je lui ai donné à lire. Alors d'abord, il était très ému, très étonné même de ce que j'avais écrit. Et il m'a dit, écoute, c'est formidable, mais tu vas publier quand on sera mort. Je dis, c'est bon, d'accord. Mais d'ailleurs, ça m'a pas tellement étonnée et en plus, je vois ce qu'il voulait dire. Je n'avais pas du tout écrit pour être publié. C'est vrai, ça. Je crois que les vrais livres, les beaux livres, ne sont jamais faits pour alimenter une carrière parce que sinon, c'est des livres, comment dire, un peu impurs. Mais le mien, vraiment... Donc, moi, j'avais accepté l'idée. Et après, un concours de circonstances a fait que j'ai évidemment beaucoup d'amis dans l'édition et des vieux amis chez Albin Michel, chez qui j'avais publié d'autres livres, dont ceux, justement, où je racontais un peu ma vie. Et ils m'ont convaincu de le publier, non pas parce qu'ils prévoyaient que ce soit un coût d'édition, mais parce qu'ils pensaient que c'était utile, qu'il y a des personnes qui tireraient profit de ce livre. Donc, je suis très contente de l'avoir publié. Je suis très contente de ma couverture qui ressemble à un chromo du début du siècle. Vous ne trouvez pas? Vous savez, les photos qu'on faisait, les jeunes fiancés à la campagne, ou Pierre et Gilles, des trucs comme ça. Et alors, quand ils nous ont proposé cette photo, nous, on a beaucoup rigolé parce qu'on trouvait que c'était un peu kitsch, mais que finalement, l'amour, c'est un peu kitsch, c'est un peu ridicule, il ne faut pas avoir peur. Alors, quand on a décidé de se marier, on a décidé de faire une fête. Alors, beaucoup de journalistes me demandent, mais pourquoi la fête? C'était quoi, donc, un prétexte pour faire la nouba? Non, 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 non. Nous avons voulu non seulement nous marier à l'église, alors que nous sommes deux mécréants, lui et moi, mais quand même, je suis d'orthodoxe, je suis d'origine russe, et chez les orthodoxes, on peut divorcer 2 fois. Attendez, vous allez voir, c'est très malin. La première fois, on considère que c'est le prêtre qui s'est trompé. Il n'a pas assez... Écoutez, c'est démocratique, ça. On pense qu'il n'a pas assez étudié les mariés. Alors, il fait pénitence, les mariés font pénitence, et on peut se remarier en blanc, c'était mon cas. La deuxième fois, là, le prêtre, il y est pour rien, il n'est plus coupable. Les mariés font pénitence et ils peuvent se remarier une deuxième fois, mais en noir, sur le côté de l'église. Je trouve que c'est très tolérant, très beau, cette licence. Les catholiques, non. Michel avait été marié catholique, parce que sa mère était d'origine arménienne, mais son père était français catholique, et donc il avait été marié dans une église catholique. Donc il ne pouvait pas se remarier. Alors, je lui suggère de nous marier à l'église orthodoxe, et l'archevêque de l'église rue d'Aru à Paris, orthodoxe russe, parce qu'il y a des orthodoxes grecs, des Russes et des Arméniens. Et je vais le voir et je lui dis, écoutez, monseigneur, voilà notre situation, nous aimerions nous marier à l'église, mais Michel est catholique et moi orthodoxe. Alors il réfléchit, il dit, écoutez, amenez-le-moi, je voudrais lui parler, est-ce que vous pensez qu'il serait disposé à se convertir? Ne riez pas parce que ça fait rire, mais en fait c'était formidable comme formule. C'est que grâce à ça, il s'est donc converti. Il est d'origine arménienne, il avait un grand-père arménien qui l'emmenait souvent à l'église arménienne, donc il avait des souvenirs de ces longs offices qui n'en finissent pas, mais surtout, il avait le souvenir de la musique. Chez nous, à l'église orthodoxe, la liturgie est écrite par des grands musiciens, par Moussorgsky, par Tchaïkovski, par Scriabine. Donc Michel connaissait aussi ces musiques-là.
Alors, il va voir l'archevêque. Je les laisse tous les deux en tête-à-tête. Je tremblais, je me dis, qu'est-ce qu'il va dire comme connerie encore il va... Et effectivement, l'archevêque lui demande, est-ce que vous croyez en Dieu? Et Michel dit, non. Mais je pense qu'il y a des forces supérieures qui nous gouvernent. Et l'archevêque lui répond cette chose formidable. Il lui dit, mais vous avez raison, parce que vous êtes Dieu. Ceux qui font de la musique comme la vôtre, des créateurs comme vous êtes une parcelle de Dieu. Alors là, ça c'était gagné, alors formidable. Mais c'était très fin et très intelligent, et théologiquement ça se défend. Comment est-ce que vous voulez qu'on explique et qu'on justifie la création autrement que par une inspiration un peu divine? Parce que personne ne nous demande ni d'écrire des livres, ni de jouer au théâtre, ni d'écrire de la musique. Nous ne servons à rien, mais nous sommes vitaux, nous sommes essentiels, parce que nous sommes une petite communication avec cette, disons, l'absolu, l'idéal, et que devrait représenter Dieu. Voilà. Alors, grand mariage. Grand mariage, église orthodoxe, avec les chœurs au grand complet. Il se trouve que c'était tous des amis. La chorale de la rue d'Aru peut être à géométrie variable. Elle peut être à 6, à 8, à 12 ou à 25, ce qui a été le cas de notre mariage. Alors, c'était somptueux. Et pendant... Alors, il y a toute une mise en scène. Hein. Chez les orthodoxes, c'est compliqué. On fait le tour de l'église, il y a une cérémonie, il y a les schaffer, ça s'appelle, qui tiennent la couronne au-dessus de nos têtes. C'est en général, ça doit être des jeunes gens pubères, célibataires et si possible vierges. Ça, c'est pas facile à trouver. Mais enfin, donc des garçons qui tiennent la couronne au-dessus de la tête de la mariée et du marié. Et donc, il faut faire tout ce que dit l'archevêque. Mais ce qui a souhaité nous marier lui-même. Et évidemment, Michel, il était dans sa bulle, comme il est dans la vie un peu. C'est-à-dire, je voyais, il était admiratif de tout. C'est moi qui le poussais, je lui disais, allez, il faut que tu ailles là, parce qu'il y avait quand même des actions. Et il m'a raconté cette chose extraordinaire, c'est que pendant que le chœur chantait, il voyait les notes de musique s'afficher devant lui. Il est tellement... musicien et tellement improvisateur qu'il était capable de voir les partitions se défiler devant lui. Alors, voilà, grande cérémonie. Puis ensuite, nous avons fait la fête dans un endroit magnifique que je vous recommande, qui s'appelle les Vaux de Cernay, qui est une abbaye cistercienne, c'est à côté de Paris, près de Rambouillet. Et parce que le problème qui s'est posé, c'est son carnet d'adresses et le mien. Vous voyez un peu, il y avait 1500 personnes, on s'est dit, c'est pas possible, on va jamais réussir à réunir tout le monde. Alors on a choisi un critère qui était les gens qui nous aiment. La liste a diminué de moitié. Ça, c'était très rapide. Donc on n'a pas invité ni utile, ni célèbre, ni rien comme ça, people, ni rien du tout. Mais évidemment, parmi nos amis, il y avait beaucoup de gens de spectacles. Et nous avons loué un très grand chapiteau ancien, en bois, pour que... Michel m'a tout de suite dit, moi je veux un spectacle. Je veux que tous nos amis nous donnent en cadeau, pas de cafetière ou de machine à café, mais qu'ils nous donnent ce qu'ils savent faire. Et donc, ça a été une soirée incroyable. Alors Nathalie Dessay a chanté Peau d'âne avec des paroles réécrites pour nous, avec son mari Laurent Naouri. Vincent Niclot a chanté Le Parapluie de Cherbourg avec Maria Opère. Pierre Richard a fait un sketch désopilant sur nous. Il y avait des musiciens classiques, beaucoup d'amis à moi, enfin tout le monde, François-René Duchâble, Jean-Marc Luzada, qui ont joué des morceaux classiques. Alors la consigne, c'était pas plus de 10 minutes. Sinon, on dégageait. Au bout de 10 minutes... Parce qu'ils étaient si nombreux. Alors, il y a eu un groupe qui s'appelle les 5 de chœur, je ne sais pas si vous les connaissez, qui sont formidables, qui chantent très bien et qui sont très drôles. Il y a eu le Big Band. Alors, tous les musiciens que Michel connaît, qui sont les meilleurs en France, étaient là pour jouer entre toutes les représentations, enfin tous les sketchs, il y avait ce Big Band. Michel qui a évidemment joué.
je ne peux pas vous dire, c'était sensationnel. D'ailleurs, tous les gens qui ont assisté à ce mariage s'en rappellent comme ça, d'un spectacle inoubliable. Et puis, vous savez, ce qui est beau dans ces choses-là, c'est éphémère. C'était pour une fois. C'est pour ça que j'aime tellement le théâtre aussi, parce que le souvenir qu'on garde d'une pièce de théâtre, il vous appartient, et puis c'est que dans votre mémoire, dans votre souvenir. Et alors après, grand dîner, feu d'artifice, enfin bon, on a fait la totale. Après ça, a commencé la vie. Et avec toutes les difficultés que rencontre un jeune couple, quel qu'il soit. C'est-à-dire, il y a des habitudes auxquelles on ne peut pas renoncer, il y a des choses spécifiques à chacun, et évidemment, nous les femmes, on est plus souples. On est plus habitués à s'adapter à un homme que l'inverse. Mais je pense que Michel a changé beaucoup. Parce qu'il a un caractère de cochon, je ne peux pas vous dire, c'est épouvantable. Il est moralement extrêmement droit, mais dans la forme, il est capable d'insulter des gens s'il n'est pas content, de dire des choses énormes. Je suis tout le temps en train d'arrondir les angles, de lui dire de se taire. Mais il a souvent raison, c'est-à-dire qu'il est très entier. Et je pense qu'un grand artiste comme lui, c'est la règle de base. On ne peut pas faire ce qu'il a écrit et écrire les musiques qu'il a écrites sans être de cette manière. C'est-à-dire, il ne tolère pas le compromis, la lâcheté. Il est très, 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 très exigeant. Et comme il l'est avec lui-même, il l'est avec les autres. Mais quelquefois, ce n'est pas confortable, ce n'est pas commode. Il y a des musiciens qui le redoutent parce qu'il les oblige à faire la chose la plus difficile, l'excellence à tout moment. Et évidemment, dans notre couple aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que j'ai jamais été aussi formidable. Je suis obligée, vous comprenez? J'ai pas le choix. Il faut. Et je pense que lui, Alors, dans cette réflexion que j'ai faite sur l'amour à notre âge et sur l'amour en général, la vertu de l'amour, j'ai essayé de dégager des lois, des règles qui puissent servir à tout le monde, et je pense en avoir trouvé. Oh, elles sont bêtes comme chou, mais c'est bien de répéter. Il faut s'admirer. Mais s'admirer vraiment, c'est-à-dire que je sais que Michel m'admire et moi je suis béate d'admiration. 2, il faut être égaux. C'est-à-dire que chacun est une identité. Quelle que soit la chose que vous faites dans la vie, que vous soyez fiers de ce que vous faites, que vous sachiez que vous êtes bon dans ce que vous faites. Et ça, c'est vital, parce que sinon, il y en a toujours un qui va bouffer l'autre, sinon. Et puis, troisièmement, je pense qu'il faut se mettre en scène, il faut s'amuser, il faut avoir de la curiosité pour lui, comme il en a pour moi. C'est-à-dire, il faut tout le temps inventer des circonstances, des situations. Alors évidemment, nous qui sommes des gens de spectacle, nous sommes un petit peu avantagés parce je suis habituée à inventer. Mais je pense que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire des surprises, débouler avec quelque chose de nouveau à raconter. Parce qu'en réalité, dans le couple, chacun raconte le monde à l'autre. On est l'informateur numéro 1 du monde extérieur. Donc c'est là-dedans qu'on peut, à mon avis, trouver une façon de se le dire et se le dire. Alors ça, c'est aussi quelque chose, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire « je t'aime ». Il faut se le dire tous les jours. Et pas comme une thérapie, mais comme il faut pas... Il n'y a pas d'amour si on ne se le dit pas. Il y a dans l'amour le besoin de se le dire aussi. Alors voilà, c'est tout. Et j'espère que ça vous arrivera à tous. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a rien à faire que de lui dire 1964 et qu'elle fera très bien le job toute seule, je m'excuse auprès de la ville de Nancy à qui je rendrai mon chèque. Est-ce que vous avez une question, une réaction à propos de ce que vient de dire Macha Merrill? Est-ce que quelqu'un veut réagir? J'ai entendu oui, mais je ne vois pas où. Madame. Quelqu'un? Allez, je vous passe mon micro. Bougez pas, installez-vous peut-être, Macha. Voilà. Bonjour, chère Macha.
Si ce n'avait pas été Michel Legrand, pensez-vous que vous auriez éprouvé les mêmes réactions, les mêmes sentiments? Alors, comment voulez-vous que je réponde à ça? Je ne peux pas inventer un autre Michel Legrand. C'est avec lui et c'est lui. Et je pense que, vous savez, il y a des choses comme ça qui sont des choses populaires. On dit l'homme de ma vie, la femme de ma vie. C'est vrai, ça existe. Il n'y en a qu'un pour vous. Et oui, il n'y en a qu'un. D'accord. Donc ça va m'arriver. Merci. Il a eu une phrase magnifique, je crois que c'était au 4e jour, quand il vous a dit ce sera pour une autre vie, puisque vous saviez que c'était pas possible, enfin vous aviez décidé tous les deux que ça ne serait pas possible. Il a dit de toute façon c'est pas grave, ce sera pour une autre vie. Voilà. Alors, à ce moment-là, ça me paraissait très romantique et quand même assez commode, parce que... Bon. Et maintenant que je sais ce qu'il pense de l'autre vie, je sais qu'il disait quelque chose de vrai, de juste. C'est-à-dire, Michel je traite cela dans mon livre, il y a un chapitre sur la mort, sur l'au-delà. À nos âges, vous comprenez bien qu'on ne peut pas ne pas y penser. Et de toute façon, nous, on s'en fiche, ça y est, nous sommes immortels. À cause de notre amour et à cause de ce que nous faisons dans la vie. Mais lui, il est persuadé, il a eu une très grave dépression nerveuse à 40-45 ans. C'était probablement ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Il avait beaucoup trop travaillé, il était aux États-Unis, c'était le moment où il a eu tous ses Oscars. Et il a flambé, et la chose qui le perturbait, c'était l'idée de la mort. Qu'on fait tout ça, pourquoi? Puisqu'on va mourir. Alors, après s'être soigné, et ça a été long, il a mis 6 mois pour s'en remettre, il a lu tout ce qui existait de tous les témoignages de gens qui reviennent de coma, ou les médecins, ou les gens qui conversent avec les morts en faisant tourner les tables et tout ça. Il s'est vraiment documenté, et il m'a dit, écoute, tu peux me croire, maintenant je suis convaincu, ça continue après. Donc, c'est pas grave, la mort. Et puis finalement, c'est pas mal. Moi, j'étais plus marxiste que ça. Je pensais qu'on n'était rien du tout, qu'après la mort, on se dilue et puis c'est fini. Non, j'accepte cette idée-là et je l'ai adoptée. Et puis voilà, et puis nous savons que nous nous retrouverons. Alors lui, il va plus loin que ça. Il dit que tous ces morts, les morts importants de sa vie, sont avec lui tout le temps. Ils conversent, ils sont assis sur le fauteuil en face de lui. Et pourquoi pas? Écoutez, on n'a pas la preuve du contraire. Donc, autant se contenter de cette version. Voilà. Quelle était la couleur de votre toilette le jour de votre mariage? Pas du tout. C'était mon premier divorce. Donc, j'étais en blanc. En blanc. Mais j'étais en cours, mais je suis toujours en cours parce que c'est Courrèges, je suis une enfant de Courrèges, moi. Donc c'était une très jolie robe que je continue à mettre, parce que ce qui est bien, c'est qu'on récupère après. Il ne faut pas avoir une robe qui ne serve qu'une fois. Et j'avais un très joli petit chapeau. Alors, les chapeaux, dans la tradition orthodoxe, ça s'appelle un kokoshnik. C'est une petite chose comme ça qui entoure le visage, comme, vous savez, les icônes, comme les saints, voilà, un peu plus petit. Et donc, je m'étais fait faire un chapeau très coûteux, mais qui était petit. Voilà. D'autres questions? Sinon, moi, j'en profite. J'ai même un peu... il a quelque chose d'exaltant, ce livre, parce que sincèrement, vous allez voir, la couverture est jaune soleil. C'est un soleil, ce livre. Ça vous donne la pêche. Et en même temps, il y a un côté un peu décourageant, parce qu'on se dit, donc finalement... on le trouve sans le chercher. Voilà. Et vous avez même quelque chose d'agaçant, pour être très sincère avec vous, ça m'embête de vous dire ça, mais vous avez quand même ce coup de bol que d'aucuns d'entre nous cherchent depuis des années, que l'amour frappe à votre porte, vous pourriez dire, bon, bah ça y est, je l'ai trouvé en 64, vous lui fermez la porte au nez, il revient. 50 ans plus tard, il y en a qui sont encore au point A, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore frappé. Comment on fait pour ne pas vous détester, à part avec ce sourire que vous avez et qui vous caractérise? Il faut espérer. Et vous savez, Alors,
par exemple, je règle un peu mes comptes avec les sites de rencontres. Je comprends très bien que beaucoup de gens préfèrent ne pas être seuls et tout ça, et que finalement, c'est une façon comme une autre. Mais seulement, on n'achète pas l'amour comme on achète un appartement, c'est-à-dire en voyant les plus grands avantages et en essayant de trouver chez l'autre des similitudes. On dit on tombe amoureux. On tombe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous arrive et qu'on ne peut pas piloter et qu'on ne peut pas prévoir. Alors, évidemment, ça a à voir avec la chance et avec ses forces supérieures. Il faut croire au destin. Le destin, il est bizarre, il est tordu, mais il n'est pas méchant. Voilà. Et on a le droit de se planter, notamment depuis l'accès à la contraception. Vous le dites, vous le Mais rappelez. attendez, nous, les femmes, j'ai commencé par vous expliquer ça. Nous sommes vraiment dans une... Quand j'entends dire « Ah, le féminisme, il y a encore des batailles », non, ça y est, on a vraiment gagné les grandes batailles, qui sont surtout celles-là, de pouvoir prospecter sans être montré du doigt. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des tentatives, on n'est pas en plus en danger avec les systèmes de contraception. Donc ça, c'est quand même un changement fondamental qui a changé la condition féminine et qui a changé aussi tout, parce que bien sûr, les rencontres ne se font plus de la même façon. Et les hommes n'ont pas des femmes affamées qui veulent absolument se caser. Il y a beaucoup de femmes qui préfèrent ne pas se caser et qui vivent très confortablement avec leur profession, avec leurs amis. Mais l'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est une dimension un peu divine. Voilà. Ce qui m'épate un peu, c'est qu'on vous connaît justement pour, toutes ces démarches que vous avez faites pour les droits des femmes. Vous êtes même représentante de tout ça. Et vous nous dites, vous avez dit tout à l'heure, je suis aux petits soins pour lui. Alors, s'il y a quelque chose qu'on attendait dans la vie de vous, c'est pas ça. J'ai envie de vous dire, vous m'auriez dit, vous auriez écrit dans le livre, il s'occupe de moi, il est aux petits soins pour moi. Vous le dites aussi, mais pas comme ça. Et vous êtes aux petits soins pour lui. Vous dites qu'il est capable de rien faire tout seul. Vous ouvrez la porte, ça vous choque pas? Alors évidemment, il y a des journalistes, je les attends, pas encore, qui vont me coincer là-dessus. Eh bien non. Je pense que justement, c'est parce que je suis une femme libre que je peux aussi décider de me consacrer à un homme. Alors, surtout, c'est un homme âgé. Il a eu des problèmes de santé, donc il est comme un homme de 85 ans qui s'est tapé un cancer il y a un certain temps. Et je pense que c'est des détails, tout ça. Parce que ce que je vis avec lui à une telle altitude, que ça vaut la peine que je me casse les pieds à porter la valise. C'est pas si grave. C'est au fond une liberté. C'est un choix que je fais. Je pourrais aussi décider de ne pas faire ce choix. Mais comme je l'ai fait, voilà, c'est aussi ma volonté. Peut-être aussi parce que c'est finalement pas du machisme, c'est lui qui est comme ça. Voilà. Moi, je n'aime pas le féminisme. J'aime pas le féminisme qui est contre les hommes. C'est pas dire ils nous ont tout piqué, il faut lutter pour avoir les postes, il faut être payé davantage. Oui, mais c'est pas ça le féminisme. Le féminisme, c'est acquérir des libertés, pouvoir choisir sa profession, pouvoir faire choisir avec son compagnon l'endroit où on va vivre et comment est-ce qu'on va vivre. C'est ça. Le reste, il y a quand même des contraintes. Dans la vie, il y a des contraintes. Et vous savez, Michel, il me dit un truc formidable. Il me dit que la grande musique ne se compose que dans la contrainte. Quand Mozart, on lui disait « il faut écrire 7 minutes parce que c'est le temps que mettra l'archiduc pour monter les escaliers avec l'orchestre à droite et à gauche et ce sera avant la grand-messe de je ne sais pas quoi », il a créé des chefs-d'œuvre. Toutes les grandes actions de la vie se font dans une certaine contrainte. Quand ça se présente, on se lance. Avec vous Chère madame, si seulement ma mère vous entendait. Elle serait bien contente. Non mais c'est vrai, on se lance, on y va, tant pis, roule. Ah ben ça oui, bien sûr. Non, alors, il ne faut pas avoir peur. Parce que vous ne l'avez pas fait en 64. Ben, Parce que vous me dites ça maintenant. Mais j'en ai rien décidé, vous savez. Je n'ai pas tout décidé. On n'est pas seul à décider. Non. Là, c'est vraiment... Là, il s'est amusé. Ils sont amusés avec nous et ils ont décidé que ce serait maintenant. Et de temps en temps, je me dis,
que c'était mieux. Parce que peut-être que je ne l'aurais pas supporté tel qu'il était au cours de sa vie, comme ça, impétueux, insupportable, macho et tout ce que vous voulez. Là, maintenant, je le supporte. Ce qui est super, messieurs, on va bientôt se quitter, mais je voulais vous le dire, moi c'est presque un témoignage perso. Ce qui est super, c'est que vous l'expliquez très bien dans ce livre, ce que vous racontez, c'est pas du tout étaler son bonheur égoïste à la face du monde, au contraire, c'est partager, et vous dites très justement que finalement un écrivain, c'est quelqu'un qui partage ce qu'il vit, ses névroses. Et les avec choses le les plus public. intimes, parce que Voilà. sinon c'est pas la peine pour vous raconter des choses que vous lisez dans la presse, c'est pas rigolo. Il faut vraiment qu'on aille un peu plus loin et que ça fasse un petit peu mal à le dire. Et ça vous fera du bien. Sincèrement, ça vous fera du bien. Rien n'est perdu, Micheline. Macha Merrill, mesdames, messieurs, au livre sur la place. Merci, Madame Legrand, d'être venue nous voir. On vous raccompagne. Je ne sais pas si on va réussir à vous faire sortir, parce que vous allez, je suppose, être nombreuses et nombreux à vouloir rencontrer Macha. Je compte sur vous pour la laisser partir quand elle voudra, parce que je crois qu'elle a un autre programme derrière. Eh ben, elle a ce qui s'appelle un train. Merci encore, chaleureusement.